Les 26 trésors royaux seront à nouveau accessibles au public à partir de demain, jeudi 14 juillet 2022. Bienvenue dans cette édition. Les candidats déclarés admissibles au baccalauréat 2022 sont déjà à pied d'œuvre pour affronter les épreuves orales et sportives. Les statistiques du baccalauréat 2022 dans cette édition. La fonction publique béninoise sera régie par un nouveau code d'éthique au Bénin. La décision a été prise en Conseil des ministres le 13 juillet 2022. Comment sont perçues les statuettes des jumeaux au Bénin? La réponse dans ce 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le directeur de l'Office du baccalauréat a déclaré les statistiques du baccalauréat session de juin 2022 à l'occasion d'un point de presse animé hier mercredi au siège de l'institution à Cotonou. Sur les 75 911 candidats qui ont composé cette année, 44 785 sont déclarés admissibles, soit un taux de 59%. Face à la presse, le directeur de l'Office du baccalauréat, le professeur Alphonse Da Silva, a expliqué le processus de correction des épreuves. Écoutons-le au micro de Anaël Dohou. Le baccalauréat de la section unique de juin 2022 s'est déroulé du 20 au 24 juin avec 77 416 candidats inscrits. À la fin des compositions, les copies de tous les centres ont été totalement mélangées. Cela pour permettre que les copies soient corrigées avec doigté. Les copies ont circulé à travers les départements du Bénin et totalement mélangées. C'est ce que nous appelons permutation des copies. Ainsi, par exemple, les copies d'un département ont été corrigées dans 5 autres départements au moins. À la fin des corrections, pour les délibérations, les jurys présidés par des universitaires avérés et des inspecteurs de bon calibre ont vérifié si les copies sont bien corrigées et identifié les admis. Au terme de leurs travaux, nous pouvons retenir qu'il y a une bonne performance des candidats qui s'explique d'abord par les réformes au niveau gouvernemental. Le gouvernement de notre pays a mis les moyens qu'il faut pour assurer l'avenir de la jeunesse. À quelques heures de cette proclamation, Esaü TV s'est rapproché du directeur de l'Office du baccalauréat pour s'informer des dispositions prises en ce qui concerne la session de remplacement. Elle démarre le 18 juillet prochain, selon le professeur Alphonse Da Silva. Suivez plutôt. La session de remplacement est prévue pour les candidats qui sont empêchés d'une manière ou d'une autre, ou bien surtout qui sont tombés malades et qui n'ont pas pu prendre part à la session normale. Donc il y a un dossier qui est fourni et on fait l'exégèse de ces dossiers-là et on affiche la liste de ceux qui peuvent prendre part à la session de remplacement. Cette année, la session de remplacement est prévue pour le 18 juillet. Le centre unique est le centre de Sainte-Rita. Donc nous prions les candidats dans quelques jours de visiter ce centre. De toute façon, ça sera diffusé, la liste de ceux qui sont prévus pour prendre part à la composition du bac, session de remplacement. Il y a un seul centre, c'est pour tous les candidats qui sont tombés malades, qui se trouvent à Tukuntuna, à Parakou ou bien à Boïkon. Donc, ils viennent composer dans ce centre de Sainte-Rita, qui est le centre unique. En politique, au lendemain de sa démission du poste du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou était face à la presse nationale et internationale dans l'après-midi de ce mercredi 13 juillet 2022. Occasion pour l'ancien ministre de la Justice de donner les raisons de sa démission et d'évoquer sa prochaine destination. Dans ses explications, l'ancien ministre de la Justice déclare qu'il est à nouveau au service de son parti politique, l'Union progressiste, en tant qu'ouvrier politique et prêt à assumer les fonctions qui lui seront confiées par ce parti. Les citoyens béninois commentent ces propos qui animent désormais les débats. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et de Ulrich Amegan Boué. Monsieur Diogbenou,
c'est un politicien. Moi, c'est vrai, c'est un juriste de haut niveau, mais à mon humble avis, il ne devait pas aller à la Cour constitutionnelle. Et il n'était pas à l'aise là-bas. Vous avez vu, c'est pourquoi, après 4 ans, il a donné sa démission. Avec tout le confort qui est là-bas, il a donné sa démission. Il veut s'engager politiquement. Et vous savez, à destination Union progressiste, en tant qu'ouvrier politique, il veut jouer le rôle qu'on va lui confier. Et je sais qu'il ne va pas jouer n'importe quel rôle. Soit il prend la tête du parti, parce que le président Bruno Amoussou est fatigué, soit il devient le numéro 2 du parti. En tant qu'homme politique, il a une conviction. Non, il a écouté son cœur. Il est entré en politique pour être actif et non être casé quelque part. Donc s'il décide aujourd'hui de mouiller le maillot pour son parti politique, ce n'est qu'une très bonne chose selon moi. Maintenant, il dit qu'il est prêt à tous les postes. C'est normal. Mais celui qui a occupé, celui qui était la 3e personnalité d'un pays et qui démissionne et qui décide de mouiller le maillot pour son parti, s'il ne vise pas la place du président de l'Assemblée en 2023, sûrement il vise le poste du président de la République en 2026. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire la politique au Bénin sans mettre Joseph Djogbeni. Positionné pour être député et en cas de majorité, c'est la présidence de l'Assemblée. Et 3e étape, c'est la présidentielle de 2026. C'est son objectif. Vraiment, c'est clair. Même s'il n'est pas affirmatif, c'est son objectif. Il a une fierté béninois et c'est un monsieur très séduisant quand on parlait de la politique. Je vois ce qu'il a fait, l'acte qu'il a posé, c'est un acte solidaire, c'est un acte très intéressant. Il mérite parce que sa place même pas être président de la Cour, parce que sa place même c'est d'être devenu le président de la République, pourquoi pas même de rester à l'Assemblée permanente. Donc je vois que c'est ce qu'il a dit, que lui veut être un ouvrier politique. Je vois que c'est un acte qu'il a posé et que le peuple doit accepter. Si tu occupes n'importe quel poste et puis tu veux aller aux élections, déjà à 6 mois avant les élections, tu démissionnes. Alors vous me comprenez? La démission de Maître Joseph Djogbeni là n'est pas une démission qui est étonnante. Non, parce que l'homme prudent qui voit le mal de loin, les élections sont déjà prêtes, proches. Il devrait démissionner pour se préparer aux législatives de 2023. Moi, selon moi. Parce que voilà, la loi qu'eux-mêmes ont votée, c'est ça. C'est-à-dire, voyons ce que la loi dit. La personne a démissionné. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. La personne est nommée président de la Cour constitutionnelle. Ce poste, ce n'est pas un petit poste, c'est un grand poste. Voilà qu'il a démissionné. Peut-être qu'il a une vision en tête. Selon moi, laissez-le. Faire son mieux. Il est libre de faire ce qu'il veut. C'est un homme d'abord suffisamment responsable. On sait qu'il est un agrégé de droit. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Donc, en politique, il n'est pas un enfant. Il a été déjà élu au moins une fois à l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas faire la politique au Bénin sans mettre Djogbeni. Je viens de le répéter encore. Et qui sait, en 2026, peut-être que c'est lui. Ah oui, vous savez, je sais que ça ne serait pas facile. Parce qu'il est venu trouver les gens. En temps, il était parti. Maintenant, il a repris encore ses activités politiques. Il y a d'autres qui étaient là. Mais je suis sûr qu'il a le soutien du chef de l'État. Donc c'est son avantage. La démission du président de la Cour constitutionnelle, sincèrement, moi, je l'ai mal apprécié. Je n'ai pas du tout digéré ça parce que un président de la Cour constitutionnelle d'un pays qui démissionne à la veille d'une élection, c'est comme si il a abandonné la suite.
On a laissé l'autre qui viendra aujourd'hui va enchaîner, je suis d'accord, mais ce n'est pas bon pour un pays. Mais il a fait la politique parce que nous sommes à la veille des élections. Si moi je suis par exemple électeur là où il est candidat, sincèrement, moi je ne veux pas voter pour lui. Cela ne voudrait pas dire que l'autre ne peut pas voter pour lui. Nous sommes en démocratie. Puisque un président de la Cour constitutionnelle qui démissionne pour dire qu'il est candidat aux élections, il est libre. Mais cette politique-là, moi, je n'ai pas du tout digéré ça. Au titre des mesures normatives, le Conseil des ministres de cette semaine a procédé à l'actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique à travers la relecture du Code de 2008. Il intègre 10 nouvelles valeurs aux 9 anciennes. D'une part, et dans le but de lutter contre les tares qui minent encore la fonction publique béninoise et pour l'adapter au contexte actuel en tenant compte des recommandations faites à cette fin. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi, nous donne les précisions au cours du point de presse à l'issue du Conseil. La séance du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 13 juillet 2022, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives. En point 1, actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. Le présent code est une relecture de celui de 2008. Il intègre 10 nouvelles valeurs aux 9 anciennes, d'une part, dans le but de lutter contre les tares qui minent encore notre fonction publique, et d'autre part, pour l'adapter au contexte actuel en tenant compte des recommandations faites à cette fin. Aussi, le présent texte transforme-t-il en règle de conduite de l'agent public certaines valeurs contenues dans le dit code. Elles sont relatives notamment à la promotion du travail bien fait, au sens élevé de responsabilité, à l'intégrité, à la justice, à l'abnégation, à la dignité, de même qu'au patriotisme. Outre ces améliorations, les principales innovations du texte portent sur un préambule fondé sur le développement durable, 3 nouveaux principes à savoir la mutabilité du service public aux besoins des usagers, le contrôle hiérarchique et l'accessibilité du service public, 2 formulaires d'engagement, l'un adressé aux agents de l'État et l'autre aux agents nommés à des postes de responsabilité. Le ministre du Travail et de la Fonction publique assurera la vulgarisation du Code et veillera à son application dans toute l'administration publique. En culture, l'Association des artistes, musiciens et acteurs culturels du Bénin AMAC a remercié l'artiste Sena Joy Jelia pour son impact positif sur les jeunes artistes et l'ensemble de son œuvre le vendredi 8 juillet dernier à l'espace Doudou Plus d'Atropo Koji. Blaise Parfait, Merinto Antonio alias Blaise Antonio, Eddie Pell et le mécène Zamankou Nupo Togwe Pascal sont également partis avec des tableaux de reconnaissance, suivant le compte rendu de la rédaction. L'artiste chanteuse béninoise Sena Joy Jelia écume les scènes depuis 53 ans. Après avoir harangué les foules, elle s'investit dans le développement de la culture en soutenant les plus jeunes. Une œuvre que salue l'association des musiciens et acteurs culturels AMAC qui lui décerne un trophée ce 8 juillet 2022. Et à notre maman, nous lui décernons le prix d'honneur pour tout ce qu'elle a pu faire et continue de faire pour l'évolution de la culture béninoise, notamment de la musique béninoise. Merci. Vous savez, les femmes artistes, je vous aime beaucoup. Merci, maman. Et malgré les obstacles, parce que c'est dur pour une femme de chanter dans ce pays. Mais toi, Nismous, Clarisse, Tepique, femme artiste, Dali Dagmio, et la Tchernou, et la
Quatre autres artistes engagés pour le développement de la musique béninoise, dont Blaise Antonio, ont également été honorés en cette occasion. C'est des travailleurs de l'ombre qui voyaient tout ce que nous faisons alors que nous travaillons sans regarder à gauche ni à droite qui nous regarde, alors qu'ils avaient l'œil du lynx quand même avec ça pour nous distinguer ce soir. Je dis que Dieu les accompagne et qu'ils aient la force nécessaire pour continuer l'œuvre entamée. Les voici désormais auréolés d'une nouvelle couronne pour impacter davantage la culture et le Bénin. En société, le milieu de travail est souvent un terrain propice à l'amour et aux amours éphémères. Pourtant, de nombreuses personnes désapprouvent la mise en couple de collègues et estiment qu'il s'agit d'un casse-tête pour les ressources humaines. Une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir l'avis des citoyens sur la possibilité d'une relation amoureuse en milieu professionnel, des avantages ou des inconvénients. Ils sont au micro de Colombe Oussou. Les relations amoureuses en milieu professionnel, nous savons tous que c'est quelque chose qui est déconseillé. C'est une très mauvaise chose parce qu'on ne peut pas concilier l'amour et puis le travail. Ce sont deux choses différentes. Et dès qu'on se permet de mettre l'amour dans le travail, ça soit c'est le travail, on ne fait pas deux choses à la fois. Ça c'est le travail qui prend sérieusement un coup. Donc il faudrait que tout chef d'entreprise comprenne ça. S'ils veulent que leur entreprise marche, là ils doivent faire la différence entre le travail et puis l'amour. D'abord, il y a deux pans. Relation amoureuse entre collègues de service. Relation amoureuse entre les subalternes et le supérieur. Parce qu'à la somme, nous avons à tomber à la somme, ou les bonus. Donc, on a maintenant quoi à la somme. Maintenant, les rumines, les bas, ça ne se fait pas. Ben, quand des hommes des deux sexes cohabitent, attendez-vous à ça là. Cette affaire-là, ça ne perdure pas. Parce que généralement, c'est les femmes qui je ne dirais pas seulement les femmes, il y a des hommes qui n'ont pas la maîtrise, l'éducation qu'il faut et la conscience professionnelle. Ou soit le diplôme, les qualités qu'il faut qui s'adonnent à ça parce qu'ils veulent utiliser leur sexe pour avoir de la promotion. Les relations amoureuses entre collègues de service, ce n'est pas interdit, c'est permis. Mais le risque, c'est que la fille ou bien la femme que vous courtisez là, ben, il y a aussi d'autres hommes du même acabit que vous, dans le même service, qui envient cette fille. Mais si vous gagnez la confiance, le cœur de cette fille-là, alors là, les luttes intestines commencent. Et le travail prend de sérieux coups. Et si c'est entre le DG et la secrétaire ou bien et l'employé, alors là, les mensonges, la fumisterie, tout est permis. On va mentir au patron. Si le patron n'est pas sage, éclairé, le patron prend des décisions à la va-vite et bonjour les dégâts. Généralement désigné sous le vocal Ibeji au Nigeria, Roko au Bénin et Venambi au Togo et au Ghana, les prénoms donnés aux jumeaux varient selon les traditions, les régions et les cultures. Au Bénin, les statuettes sculptées en mémoire des jumeaux défunts ont une grande importance dans le culte des jumeaux. Jacques Maouillon d'Almeida, journaliste et spécialiste des questions endogènes, expose ici le sens et le pouvoir conféré aux statuettes qui représentent les jumeaux défunts. Il est au micro de Francis Fahami et de Ulrich Amegan Boué.
Ça joue aussi des rôles de protecteur ou bien de protection si vous voulez. Vous voyez, les jumeaux protègent aussi. Les jumeaux, pour leur demander, il y a aussi des offrandes. Et que si vous voulez qu'ils vous aident dans un combat, il y a aussi des offrandes qu'on leur donne. Ils ont une manière de les adorer. Il y a des nourritures qu'on leur donne et qui permettent et qui leur donnent la force de pouvoir assurer un combat et de pouvoir combattre en votre faveur. Donc les jumeaux jouent un rôle très important. Et si vous avez un parent défunt, jumeaux, et que vous faites bien les cérémonies adéquates et que vous les ramenez en statuette, parlez-les, parce que ce sont des gens, ce sont des humains. Les statuettes aussi, on les traite comme des humains. Sinon, tout de suite, quand les cérémonies appropriées sont bien faites, je vous dis, si vous freinez, si vous portez atteinte à leur personne ou à leur personne, je veux dire, ils disparaissent. Ce sont des trucs qui disparaissent. À mon geste, ils disparaissent. Ils seront dans ils disparaissent. Et il peut aller chez votre frère d'à côté ou chez un oncle, peut-être quelque part, ils disparaissent. Donc on les traite, on leur donne à manger comme nous mangeons. Si vous voulez manger, vous les étalez sur la table, ils vous font face. C'est pour cela, actuellement, ils ont même des lits, on conçoit des lits et même de leur siège où ils s'asseyent, ils sont dedans, on leur donne à manger, on leur donne des boissons sucrées, nourriture, des biscuits, des bonbons, des trucs sucrés en quelque sorte. Parce que les jumeaux n'aiment pas trop, parce que quand vous leur donnez des boissons fortes, c'est que ça rend encore plus vif leurs énergies. C'est-à-dire, là, tout de suite, il y aura de l'amalgame. Donc, ce qui est conseillé, c'est des boissons sucrées, de l'eau, et des biscuits, des bonbons sucrés, justement pas des bonbons qui sont montelés ou à zéro ou en griffe, mais des trucs sucrés. Spiritualité à présent. Le Legba, comme les autres divinités à qui les croyants confèrent une fonction de protection, est selon leur classification en deuxième position du Segbo Lissa. Pour le socio-anthropologue Sylvain Adoro alias Bobos, toutes les religions ont un Legba. Il évoque le rôle que confèrent certaines divinités du panthéon vaudou comme dans Sakpata, suivant son exposé au micro de Jacques Maouillon d'Almenda. Si c'est quand même, c'est intergalactique, toutes les cultures essayent quand même d'énumérer ces déités avec leur langue. Et donc, si quelqu'un vous dit à partir de ce qu'il fait, il n'utilise pas le Legba, il faut lui dire, moi j'ai dit c'est faux. Il utilise le Legba, il l'utilise au goût, il l'utilise dans, que ce soit la religion chrétienne, christianisme, musulmane, le bouddhisme, l'hindouisme, l'école de Zoroastre, de Confucius, tout ce monde-là utilise la même chose, puisque ce n'est que l'univers à partir de ces accumulations d'énergie que nos parents ont désignées par tel ou tel. Lorsque l'énergie est complète, non pas séparée, c'est ça qu'on appelle Legba. C'est d'ailleurs pour ça, dans l'une de ces litanies, dit pour dire qu'on n'a pas le droit de séparer une partie de l'univers. On ne peut pas séparer l'univers. Tout est connecté dans l'univers et donc on ne peut pas séparer. Donc Legba nous a appris cela. Et d'ailleurs pour ça, vous allez constater le similitude avec tout ce qu'on a dit sur Jésus-Christ qui serait l'avocat entre les humains et Dieu. Mais lorsque vous voyez un vaudou Legba sorti, vous allez le voir avec un sifflet dans la main. Le sifflet est le symbole de l'arbitrage. Et l'arbitrage entre le Dieu qu'on ne peut pas connaître et les humains, ce n'est que Legba. Et d'abord, quand je rentre dans Genèse, Legba est cité comme éternel des armées. Si vous devez faire le parallélisme entre l'éternel des armées et les Igbarouan, je me demande si nous ne disons pas la même chose. Et donc c'est partout. On le trouve, vous allez chez les Indiens, vous allez trouver Ganesha là-bas, qui veut dire Legba également.
Quand vous prenez Vodou Sagbata, c'est la terre. Je me demande, est-ce que c'est parce que nous avons dit Sagbata, Sagbata coule pour aller cogner la tête par terre. Et c'est ça, un enfant qui doit naître doit couler du ventre de sa maman pour aller cogner sa tête par terre. Et c'est ça, quelque chose qui doit naître finira forcément par se matérialiser, donc poser ses pieds sur le sol. Et c'est ça, Sagbata. Donc ce n'est pas par hasard que nos parents ont désigné, c'est à partir de la profondeur de la langue fond. C'est pour cela que nos parents ont désigné ça comme ça. Et quand on dit goût, c'est juste pour dire la force et la santé. La force et la santé. Et quand vous voulez m'énerver et que je devais sortir de mes gonds pour magnifier toute ma grandeur, je peux dire au goût, parce que je veux quand même assurer la défense des acquis de mes ancêtres. Et c'est ça, hein, vous ne pouvez pas aller peut-être à la guerre au temps de nos ancêtres sans utiliser les acquis de la déité de fer qu'on appelle au goût. Et donc, tout cela, et quand dans aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous me prenez en image et le monde entier va me voir. Et c'est ça la force de l'air. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'on fait partie des énergies aériennes. Et l'énergie aérienne subtile et pure. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser le téléphone que nous utilisons aujourd'hui. C'est le dent, ce n'est que le dent. Vous êtes de l'autre côté du monde entier et on peut vous appeler, discuter avec vous par le biais de quoi? Par le biais de l'air, par le biais du vent. Et donc, ce sont les manières d'appréhender l'univers de nos parents qui t'a déjà désigné les sphères, les différentes sphères, et toutes les sphères s'interpénètrent. Les sphères ne sont pas indépendantes les unes par rapport aux autres. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous sur Zawe TV. Bonsoir.